Le traité est maintenant en vigueur, il faut déterminer ses effets. Section 2, les effets des traités. Le principe général applicable aux effets des traités est codifié aujourd'hui à l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui énonce la grande règle, le grand principe dit pacta sunt servanda. Il faut respecter les accords. Je cite le texte de la Convention de Vienne. Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi. Il y a donc une obligation d'exécution de bonne foi qui s'applique pour les parties et à partir de l'entrée en vigueur. Il faut donc déterminer trois questions, répondre à trois questions. D'abord, est-ce que le traité peut avoir des effets avant son entrée en vigueur? Ensuite, quels sont les effets du traité en vigueur? Et enfin, est-ce que le traité peut avoir des effets pour des entités qui ne sont pas parties au traité? Est-ce qu'il y a des effets extra-conventionnels? Voyons d'abord, paragraphe premier, les effets préconventionnels, les effets antérieurs à l'entrée en vigueur du traité. Le principe est bien que le traité qui n'est pas encore en vigueur n'a pas d'effet, puisque par définition, il ne lie pas encore la partie concernée. Cependant, lorsqu'un traité a été signé par une partie qui ne l'a pas encore ratifié, ou lorsqu'il a été ratifié, mais il n'est pas encore entré objectivement en vigueur, faute par exemple du nombre nécessaire de ratification, l'État qui l'a signé alors qu'il n'est pas encore entré en vigueur, ou ratifié alors qu'il n'est pas encore en vigueur, il n'est pas un tiers comme les autres. Il y a donc des effets qui existent déjà, alors même que le traité n'est pas en vigueur, n'est pas encore en vigueur. D'abord, les clauses formelles du traité, qu'on appelle aussi les clauses finales, qui sont à la fin du traité, ont un effet immédiat. Ce sont elles qui précisent les conditions de la future ratification, les conditions des réserves, les conditions de l'entrée en vigueur provisoire, éventuellement, les conditions de ratification, etc. Donc il y a déjà ces dispositions purement formelles, des dispositions relatives au statut du traité, qui ont un effet dès la signature, alors que le traité n'est pas encore en vigueur. Il y a également une obligation générale dite de bonne foi, qui est codifiée aujourd'hui à l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui oblige l'État à s'abstenir, dans cette période où le traité a été signé ou ratifié, mais il n'est pas encore en vigueur, à s'abstenir de tout acte qui priverait le traité de son objet ou de son but lorsqu'il entrerait en vigueur. C'est donc une obligation négative, obligation de s'abstenir, de ne pas dénaturer l'engagement pendant cette période. Évidemment, cette obligation coutumière de bonne foi prend fin, soit lorsque le traité entre en vigueur, car désormais il sera applicable dans son ensemble, soit lorsque l'État concerné qui l'avait signé annonce sa décision de ne pas le ratifier. À partir de là, il sera délié de cette obligation de bonne foi et il pourra prendre des actes positifs éventuellement pour contrer le traité. C'est ce qu'avaient fait par exemple les États-Unis vis-à-vis du statut de la Cour pénale internationale. Ils l'ont signé, ils ont ensuite annoncé leur décision de ne pas le ratifier et à la suite, ils ont pris des actes positifs pour soustraire leurs ressortissants au jeu de la Convention sous la Cour pénale internationale. Bon, c'est évidemment, j'y faisais allusion, ces principes s'appliquent sous réserve d'éventuelles dispositions relatives à l'entrée en vigueur provisoire du traité, qui peut être décidée par le traité lui-même ou par un instrument distinct, et évidemment, dans l'hypothèse d'une entrée en vigueur provisoire du traité, par définition, le traité peut entrer en vigueur alors même que toutes les formalités
ne sont pas remplies, hein, mais c'est une entrée en vigueur par définition provisoire. Elle est destinée à cesser, soit lorsque le traité entrera effectivement en vigueur, soit lorsque la décision de ne plus y participer sera adoptée. Le traité ne régit pas le passé, il n'a pas d'effet par le passé, c'est ce qu'on appelle le principe de l'effet non rétroactif des traités, la non-rétroactivité des traités, qui est aujourd'hui codifié en tant que principe à l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et qui veut dire voilà, que le traité ne va pas régir les conduites passées. Évidemment, le traité est un accord, et la volonté exprimée dans le traité peut contredire ce principe supplétif. Les parties peuvent choisir de donner à l'accord un effet rétroactif, y compris par des stipulations qui ne le prévoient pas expressément, mais qui peuvent être interprétées comme démontrant cette volonté de donner un effet rétroactif. La non-rétroactivité du traité veut dire que le traité va cependant s'appliquer immédiatement, y compris aux situations créées avant l'entrée en vigueur du traité. Elles vont être modifiées à partir de l'entrée en vigueur du traité. À l'extrême, on pourrait donner l'exemple d'un traité relatif aux droits de l'homme. Est-ce qu'il s'applique seulement aux hommes et femmes nés après l'entrée en vigueur du traité, ou aussi à ceux qui sont nés avant? Il va s'appliquer à tous les comportements proscrits par le traité, à partir du moment où il entre en vigueur, que la personne soit née avant ou après. La non-rétroactivité doit cependant se combiner avec la possibilité que tel ou tel fait constitue une situation continue. C'est ce qu'on appelle sous l'angle de la responsabilité le fait illicite continu. Si une situation continue naît avant le traité et elle continue précisément après l'entrée en vigueur du traité, elle tombe désormais sous le coup du traité à partir du jour de son entrée en vigueur et elle sera couverte par le traité à partir de l'entrée en vigueur, même si elle a commencé avant. Évidemment, il faut alors établir que c'est la situation elle-même qui continue après l'entrée en vigueur du traité. À côté de ces effets parfois préconventionnels, parfois antérieurs à l'entrée en vigueur du traité, l'hypothèse normale, paragraphe 2, est celle des effets conventionnels des traités. Paragraphe 2, les effets conventionnels, c'est la règle pacta sunt servanda, qui veut dire que le traité doit s'appliquer de bonne foi. Évidemment, cette règle n'a pas la même signification suivant qu'on se réfère aux parties au traité ou aux sujets des parties au traité, que peuvent être les personnes physiques et morales soumises à l'autorité des États parties. Pour les États parties, le traité est un contrat, et il a les effets d'un contrat, d'un accord. Il est donc opposable à ces parties, et entre elles, il aura pour conséquence que les actes unilatéraux adoptés sur le fondement du traité devront se conformer au traité sous peine de pouvoir être déclarés inopposables à l'État si ils méconnaissent les dispositions du traité. Sous l'angle des faits juridiques, les faits conventionnels du traité veut dire que l'État qui ne respecte pas son engagement international engage sa responsabilité, il doit réparer, quel que soit le fondement, même constitutionnel, de son comportement, c'est-à-dire que l'État ne pourra pas se fonder sur son droit interne, même constitutionnel, pour justifier l'inexécution de son engagement international. C'est un principe qui est parfois débattu dans tel ou tel droit interne, mais du point de vue du droit international, c'est une vieille jurisprudence qui ne soulève pas de difficulté. On ne peut pas se prévaloir de son droit interne
même constitutionnel. On cite parfois comme affaire de principe une vieille sentence arbitrale rendue entre la Colombie et les États-Unis dans l'affaire du navire Montijo, M-O-N-T-I-J-O, le Montijo, en 1875. Si le traité est un contrat pour les parties, le traité international est comme une loi, fonctionne comme une loi pour les sujets des États qui acceptent le traité. Il est d'ailleurs, par exemple, la France publie au journal officiel comme le sont les lois et va régir les personnes qui sont sous l'autorité française, territoriale ou personnelle, par la nationalité ou par le territoire. Il va les régir sous le fondement de sa publication au journal officiel. C'est la particularité du traité international, contrat pour les parties, loi pour les particuliers. L'exemple extrême, peut-être, est évidemment le statut de la Cour pénale internationale, qui est accepté par les États, qui est un contrat, entre guillemets, pour les États, mais qui est une obligation pour les parties, et pour les particuliers, pardon, pour les particuliers, et pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide, et une obligation assortie de sanctions pénales. On peut également citer un exemple positif, celui des droits. Les traités relatifs aux droits de l'homme ont pour objet et pour effet d'offrir des droits et des obligations aux personnes soumises à la juridiction des États parties. La Convention européenne des droits de l'homme, par exemple, est un contrat pour les États européens, mais c'est une loi qui protège les particuliers soumis à leur juridiction.